Sam Tam, bonjour. Bonjour David d'Info Libre à Lyon sur cette belle et jolie place. Alors aujourd'hui on fait une interview, on va parler beaucoup d'informations internationales, mais juste avant on va quand même dire un petit mot sur Nuit debout quand même. C'est cet événement qui se passe à Paris, à Lyon, à Toulouse, dans d'autres villes également. Vous qui étiez enseignant, quel regard portez-vous sur ce mouvement? Je trouve ce mouvement sain, très sain pour notre République, parce que moi j'ai l'impression que la France fout le camp. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction vive de la part des forces vives de la nation, c'est-à-dire d'abord la jeunesse, qui par cette action d'occuper les places publiques montre son refus de cette politique, de cette classe politique, des hommes politiques, de toute cette décadence qui frappe la France à tous les niveaux, à commencer par exemple notre politique étrangère. On a quand même détruit un pays, qui est la Syrie, et là franchement ça me fait rigoler d'entendre que la France donne 100 millions d'euros aux réfugiés syriens au Liban qui sont 1,5 million. Ça vous fait combien par réfugié? Pas grand-chose. Il y a de quoi peut-être acheter un croissant et un café. Vous me direz, comme le pape, c'est une goutte dans l'océan, c'est symbolique, oui. Mais là, je ne peux pas m'empêcher d'établir un parallèle avec toutes les sommes qui ont été versées aux soi-disant forces modérées, entre guillemets, islamistes rebaptisées modérées. C'est quand même honteux. Alors ça c'est le premier point. Le second point, où est la gauche? Où est la gauche? Et je dirais même, où est la droite dans tout cela? Donc c'est un mouvement qui pour le moment paraît apolitique et très politique à la fois. Apolitique dans la mesure où c'est une contestation générale qui met en cause toutes les forces de la nation, de la gestion. Qu'a-t-on fait du chômage? Cette loi de travail, c'est normal. Moi, je crois que si il y a une évolution d'abord du climat, s'il fera beau, et si la mairie de Paris arrêtera de couper le courant électrique, c'est-à-dire de rétablir le courant, on peut avoir un changement juste avant la fin de règne des socialistes en France, qui fut quand même assez catastrophique à tous les niveaux. Bon, je veux pas... il faut voir sur quoi va déboucher cette action, ce Nuit debout, mais j'aime beaucoup l'appellation Nuit debout, c'est la garde qui veille. C'est-à-dire, on ne vous laissera pas détruire la France entièrement. Il y a des gens qui veillent sur la France, même s'ils n'ont pas le pouvoir. Mais les élections sont proches. Alors juste un petit mot par rapport à ce mouvement. Il y a quand même quelques j'allais dire, petits fascistes d'extrême gauche, qu'on appelle les antifas, qui veillent et qui chassent tous ceux qui ne sont pas du même avis qu'eux. Vous, comment vous voyez ces mouvements? Il y en a pas mal à Paris, un petit peu moins à Lyon en ce moment. Écoutez, moi je vous dirais, c'est l'occasion, nous sommes en démocratie, c'est l'occasion que tous ceux qui veulent manifester, manifestent. On est bien en démocratie. Enfin, ce ne sont pas des paroles vaines quand on dit qu'on a droit à la libre expression et à la démocratie. Donc, s'il y a différentes forces qui occupent les places publiques, pourquoi pas? Tant que cela se déroule pas dans la violence, que ceux qui veulent s'exprimer viennent. Et là, permettez-moi de vous dire que moi, je ne crois pas que la France soit le pays de Charlie. Charlie, c'est une légende. Je peux vous dire en un mot. Moi, on m'a étiqueté pro-Assad depuis qu'on m'a étiqueté comme ça. Je n'ai plus le droit de m'exprimer publiquement, par exemple, dans les médias. Et je dirais une chose, si on est pro-Assad, pourquoi on n'a pas le droit de s'exprimer? Où est la démocratie là-dedans, vous voyez? Alors par contre, les faux éditorialistes
qui nous bombardent, nous ennuient avec des inepties souvent très stupides et vaines, une rhétorique creuse sur tous les sujets. Il faudrait supprimer cette fonction d'éditorialiste dans les mainstream. Ça doit être aussi posé par Nuit debout. Hein, la liberté d'expression, on n'est pas là pour être conditionné par les différents responsables des médias. Hein. On va parler maintenant de la situation en Syrie où l'État islamique semble reculer. Alors, selon vos informations, quelle est la situation là-bas? On sait que l'État islamique tient toujours la région d'Alep dans le nord. Alors vous voyez, vous remarquerez que de Mistura est mécontent du fait que l'armée syrienne régulière, qui a pour fonction de défendre le pays et le gouvernement légitime et légal, de Mistura est mécontent en disant « Tiens, là, il y a un viol de la trêve, l'armée syrienne avec les bombardiers russes essaye de s'opposer aux islamistes modérés ou même l'État islamique. » C'est quand même curieux. Tout le monde veut faire la guerre à ce Daesh, mais dès qu'on lui fait la guerre, on dit « Ah oui, mais attention, il y a des forces d'opposition soutenues par le royaume saoudite, il faut les respecter, il faut leur donner quelque chose. » Alors, aux dernières informations, cette commission ou ce comité d'opposants envoyé par Riyad, hein, en fait, je ne vois pas pourquoi ils viennent à Genève. Ils pourraient rester à Riyad et établir la démocratie dans ce royaume. Puisque le roi Salman veut évoluer, eh bien, qu'il garde ses grands, n'est-ce pas, penseurs et activistes syriens pour lui amener la démocratie. Je ne vois pas. Alors, bref, c'est tout à fait normal que l'armée syrienne chasse les islamistes et libère Alep. Et ça va être une histoire de jours, je crois. Alors là encore, il faut rappeler que tous ces groupuscules islamistes soutenus par la Turquie ou par les services secrets, rebaptisés modérés, d'ailleurs, remarquez que An-Nusra, qui est le bras armé d'Al-Qaïda en Syrie, devient dans le vocabulaire politiquement correct en France, devient quoi? L'opposition modérée. Et il fallait bien les socialistes pour faire cela, hein. Comme ils nous ont fait déjà gober beaucoup de choses sur la loi du travail et autre chose, n'est-ce pas? On rebaptise les choses. Par exemple, quelqu'un qui a dit que An-Nusra faisait du bon boulot, du jour au lendemain, se trouve parachuté à la plus haute fonction juridique pour le mettre à l'abri de toute poursuite contre je ne sais quelle accusation qui peut être valable concernant son rôle dans la destruction de la Syrie ou beaucoup de crimes de guerre. Enfin, je ne sais pas si dans nos lois actuellement on peut poursuivre cette haute fonction juridique, mais toujours est-il que l'histoire, je crois, a déjà prononcé son jugement. Alors on va parler maintenant de la Turquie qui joue quand même un rôle central, tant en Syrie qu'ailleurs, on en reparlera peut-être juste après. Alors déjà, l'accord entre la Turquie et l'Union européenne pour renvoyer les réfugiés de Grèce, de Macédoine, derrière la frontière turque, est-ce qu'il n'y a pas dans cette histoire la possibilité que l'Union européenne se retrouve en position de faiblesse par rapport à la Turquie, qui va pouvoir nous faire un chantage en fait, en définitive? Je crois que le chantage est déjà fait, hein, et pas simplement en concernant l'affaire des réfugiés, mais sur beaucoup de dossiers. Sur beaucoup de dossiers, la Turquie nous fait chanter. Par exemple, la Turquie intervient directement ou indirectement dans les affaires syriennes et se cache derrière l'OTAN. Ah, méfiez-vous, si vous touchez à la Turquie, nous on a un accord avec l'OTAN de défense commune. Vous voyez quand même, je ne vois pas comment l'OTAN peut octroyer un droit à la Turquie de s'immiscer dans les affaires d'un État souverain qui est la Syrie. C'est quand même énorme. Comment la Turquie a offert tant et tant de facilités aux services secrets étrangers et à l'OTAN pour détruire la Syrie. Ah,
C'est quand même incroyable. Et là, motus et bouche cousue, personne n'en parle. Il ne faut pas dire que tout ça parce qu'on a eu 4 malheureux journalistes qui sont entrés sans autorisation en Syrie et qui, pour les libérer, on avait besoin de la Turquie, donc on ferme les yeux sur le fait que la Turquie a livré des armes, a livré du chimique, a encouragé les islamistes djihadistes à détruire la Syrie, est en train de nous exporter des djihadistes en Europe, mais la Turquie c'est le pays tampon, on ne veut pas avoir de frontières avec le monde arabo-musulman, alors on nous présente une image d'Épinal qui n'est pas vraie du tout de la Turquie, ce pays qui a un indice de croissance à 2 chiffres, ce pays qui a un islam modéré, mon œil, hein, quel islam modéré. Écoutez, franchement, le peuple turc mérite mieux que ce président Erdogan, qui n'arrête pas de faire des déclarations à l'emporte-pièce contre les femmes, contre je ne sais quoi. Non, il y a en Turquie des gens intelligents, il y a une intelligentsia qui est contre l'intégrisme et les frères musulmans. Il est temps, je l'ai dit, j'ai interpellé le président de la République française dans un colloque au Parlement, de proclamer que les frères musulmans étaient une organisation terroriste. Et là, je ne sais pas si les Anglais m'ont suivi, mais quelques semaines après, il y avait une commission en Angleterre pour examiner le dossier des frères musulmans, qui a conclu que les frères musulmans n'étaient pas vraiment une organisation terroriste en ce moment, que peut-être historiquement il y avait des tendances qui allaient vers le terrorisme, mais qu'il fallait en gros surveiller la situation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est une réponse à l'anglaise, c'est diplomatique, hein? Mais nous en France, on se met une muselière, on ne regarde pas et on continue de considérer que les frères musulmans, même s'ils ils occupent nos médias, utilisent d'autres termes, que c'est en fait une force musulmane modérée. C'est vraiment la politique de l'autruche. Comme on l'a, au début de la crise syrienne, j'ai dit méfiez-vous. Si vous encouragez les gens à aller en Syrie, vous allez avoir des bombes dans nos banlieues. Je n'ai pas été démenti malheureusement par les événements. Mais à croire que le ministère de l'Intérieur se croit au-dessus de tous les experts et spécialistes, et voilà, c'est quand même dommage. Hein, ça. Bah justement, puisque vous parlez de ça, notre Premier ministre il a finalement déclaré que le salafisme s'est développé chez nous, malheureusement, et qu'il était temps qu'il se réveille. Mais d'un côté, il commence à condamner cette histoire de salafisme qui s'est installée dans nos banlieues, dans les prisons françaises également. Et d'un autre côté, il remet la Légion d'honneur au prince héritier d'Arabie Saoudite et il continue d'avoir des relations incestueuses avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est quand même paradoxal quand même cette situation. C'est vrai, mais on vous répondra que la diplomatie, il ne faut pas accorder trop d'importance. Le langage diplomatique, ces décorations remises aux ambassadeurs, aux princes étrangers, c'est pas, ça ne veut rien dire, c'est une formalité. Oui, mais n'empêche que c'est bien le royaume saoudite qui nous a construit des mosquées en France, imam en main, en ne tenant pas compte de l'islam français. Il y a des musulmans en France qui n'ont rien à voir avec ces imams importés de je ne sais quel coin du monde. C'est pas normal ça. Et là, c'est quand même choquant que l'on sache que le royaume saoudite est derrière tous ces mouvements intégristes, hein, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en France, que ce soit au Moyen-Orient. Le royaume saoudite, le Qatar, les richissimes pénitents, entre guillemets, des pays du Golfe, ont dépensé des milliards, hein, pour casser la Syrie. Ils sont intervenus pour dévoyer ce printemps arabe, financent des mouvements islamistes à Lyon, à Paris, à Marseille,
tout le midi de la France est occupé par des mouvements sous obédience frères musulmans, voyez-vous, au niveau de la structure, je ne dis pas de la population musulmane, qui, elle, est saine et ne cherche qu'à vivre son islam toléré. Et c'est là où, si vous voulez, le gouvernement français est en porte-à-faux. Pourquoi en porte-à-faux? Comment on dit on va lutter contre le salafisme et le président de la République va assister au Conseil du Golfe, des pétromonarchies du Golfe? C'est quoi? C'est dire la chose et son contraire. Alors, je veux bien croire que le langage diplomatique admet le paradoxe. Oui, mais quand on a ce qu'on a eu à Paris et à Bruxelles, on ne peut plus jouer à l'équilibrisme. On ne peut pas dire que les islamistes au Mali sont mauvais. Par contre, les islamistes syriens sont tolérés parce qu'ils vont renverser le bourreau Assad. Ça, c'est aussi un autre mythe. On a poussé tous ces mouvements en Syrie, rien que pour régler des comptes avec le Baas, un parti laïque, et un pays qui a sa politique, qui s'oppose à cet islamisme. Il y a de la kleptocratie en Syrie, personne ne le conteste, mais ce n'est pas pour autant, s'il y a corruption, qu'on va monter, importer... Écoutez, Cahuzac, et d'autres là, l'autre ministre dont j'ai oublié le nom, qui ne voulait pas payer ses impôts, c'est des corrompus. C'est pas pour autant qu'on a accepté de l'argent de l'étranger pour déstabiliser la France, qui est déjà vraiment déstabilisée par beaucoup de mouvements. Et c'est là où on sent vraiment que les politiques français, les hommes politiques, ont raté le coche. Et il faut un renouvellement. Et j'espère que Nuit debout va amener de nouveaux chefs. Je ne sais pas sur quoi va se déboucher ce mouvement, mais c'est en même temps une prise de conscience. On tire la sonnette d'alarme. Pourquoi les jeunes Français partent tous au Canada, aux États-Unis, en Australie? Pourquoi? Moi, écoutez, j'ai enseigné 40 ans en France. Je peux vous dire que la majorité de mes élèves qui sont sortis soit de l'IX, soit de Centrale, soit de Supélec, soit de Télécom, soit de Henri IV ou Louis le Grand, où j'ai sévi pendant ces 30 ans, quittent la France. Ça, c'est une sonnette d'alarme. Alors, n'allez pas me dire aussi que parce qu'on a pris quelqu'un au lycée Henri IV qui s'appelle Macron, ou que ça y est, on a trouvé l'homme providentiel, la France va, n'est-ce pas, nager dans le bonheur, ça y est, on a un type très intelligent. On en avait fait le même scénario avec Fabius au temps de Mitterrand. Est-ce que finalement la France est sortie de ces problèmes? Non. Je crois que basta, il faut que, écoutez, plus ces forces vives de la nation, qui ne sont pas forcément les jeunes. Je suis convaincu qu'il y a des cadres adultes de différentes sociétés en France qui soutiennent Nuit debout. Et je dirais au maire de Paris d'arrêter de couper le courant encore une fois. Nous sommes en démocratie. Alors pourquoi Assad n'a pas le droit de réprimer ses manifestants et nous réprimons nos manifestants? Bonne question. J'attends une réponse de l'intérieur et du maire de Paris. Juste une petite, pour revenir un petit peu sur le pourquoi la France est derrière, veut absolument renverser Assad. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu là-dessus et reparler un tout petit peu de la partie économie? On sait très bien que la Syrie est, on va dire, un pays central, un pays majeur, et que non seulement le Qatar, mais d'autres aussi veulent faire passer leur gazoduc par la Syrie, on est obligé de faire passer le gazoduc par la Syrie. On peut juste en dire un petit mot de tout ça? Alors vous voyez, le problème syrien est très complexe. D'abord, c'est vrai que le parti Baas a gouverné la Syrie pendant 40 ans. C'était le parti principal. Je vous fais remarquer que dans la nouvelle constitution, le parti Baas n'a pas le beau rôle. Ce n'est plus le parti qui a la fonction centrale. C'est dit dans les textes. Bon, ça c'est un point. Maintenant, vous remarquerez que ce printemps arabe a déstabilisé tous les pays. C'était facile de déstabiliser Kadhafi. Kadhafi n'a pas de ramification. Il a juste sa tribu, les Kadhafi. Point. Mais Assad a derrière lui ce que j'appelle le croissant chiite.
Le croissant chiite est quelque chose d'important parce que il a des liens avec le Hezbollah au Liban. Il y a des liens avec les Alévis en Turquie qui forment près de 20 millions. Il a des liens avec des Alaouites de Turquie qui occupent aujourd'hui Alexandrette et Antioche, qui étaient deux villes syriennes, avant que la France ne cède cette partie à la Turquie pour la désaxer de l'Allemagne, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Ceci dit, la France, très généreuse, hein, en ce qui ne lui appartient pas. Hein. La Syrie du mandat n'appartenait pas à la France. Et pourtant, la France a donné tout le ruban frontalier actuel des grandes villes syriennes où il y avait des Arméniens, des chrétiens, des musulmans, des Kurdes, des Turkmènes à la Turquie, à savoir Urfa, Antab, enfin je ne vais pas citer toutes les villes. Vous voyez, le contentieux entre la Syrie et la France est trop lourd. Et j'en profite pour en parler. Aujourd'hui, on est le 17 avril. Le 17 avril, c'est la fête de l'indépendance syrienne. C'est là où le dernier soldat français a quitté le territoire syrien. On appelle ça la fête de l'évacuation. Voyez-vous, Al-Jala en arabe. C'est l'évacuation. Et c'est grâce au général de Gaulle, en fait, parce qu'on devait avoir notre indépendance entre les deux guerres. Et ça n'a jamais été donné. Vous connaissez l'histoire de Sykes-Picot, hein, tout ce complot, n'en déplaise aux théoriciens actuels qu'il n'y a pas de complot. Il y a des complots dans l'histoire, tout le monde le sait. Alors, c'est un point important. La Syrie, donc, restait résistante à tout cela. Et il fallait la battre. On ne pouvait pas s'attaquer à l'Iran. C'est une guerre par procuration. Alors, on a pris le maillon faible avec ce printemps arabe, on s'est attaqué à la Syrie. Là-dessus, ou en dessous, si vous voulez, comme substrat, il y avait l'histoire du passage du pipeline qui devait conduire le gaz qatari. Mais en même temps, la Syrie pouvait faire passer un autre gazoduc qui est celui de l'Iran. Vous voyez ? Et de la Russie. Et de la Russie également. Donc la Syrie occupe sur l'échiquier stratégique du Moyen-Orient une place de premier choix. C'est comme on dit, c'est la porte du Moyen-Orient. Et la Syrie a une politique très originale. Quand Mme Clinton a fait comprendre à Assad que s'il cassait ses relations avec l'Iran, le croissant chiite, elle le déclarerait roi de Syrie jusqu'à la fin de ses jours, il a dit non. Le lendemain, il est apparu, souvenez-vous, avec Sayyid Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, et à l'époque, le président iranien Ahmadinejad. Donc c'était un défi lancé aux Américains, que nous, on ne veut pas de votre politique, et c'est ce qu'on a appelé l'axe de la résistance. L'axe de la résistance aujourd'hui n'est pas uniquement chiite. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui adhèrent, il y a des sunnites qui adhèrent. Pour vous donner un petit exemple, les sunnites qui ont été massacrés, chassés par Daesh en Syrie, ils sont allés se réfugier où? Ils sont allés se réfugier sur la côte, le pays des Alaouites. Et il y a à peu près 5 à 6 millions de sunnites qui habitent aujourd'hui la côte. Est-ce qu'on a entendu parler de problèmes entre les Alaouites et ces sunnites réfugiés? Non. Par contre, posez-moi la question à propos des réfugiés sunnites en Turquie. Viol, utilisation, vol d'organes. On fait travailler les gosses, les mômes. Non, il y a tous ces camps de concentration, entre guillemets, de réfugiés en Turquie ont été construits avant le printemps. Donc, il y avait bien une volonté de déstabiliser la Syrie. Et ça, évidemment, ça a arrangé l'affaire des Américains, ça a arrangé même Israël, que le pays qui n'ait pas signé un traité de paix avec le Liban, puisque le Liban suit la Syrie sur ce dossier, soit détruit, et on a détruit la Syrie. Voyez-vous? Et là, on vient dire, bon, on va donner 100 millions. Mais gardez vos 100 millions, on n'en a pas besoin. Vous avez dépensé des milliards pour aider les islamistes. C'est honteux d'offrir ces 100 millions. Moi, je serais responsable, je dirais, prenez vos 100 millions et dégagez. Mais je n'ai pas fini sur la Syrie. Pourquoi on veut détruire la Syrie? Parce que c'est un pays laïque.
Vous voyez, en Syrie, vous pouvez prendre un pot de vin sur le trottoir. Il y a un jour, l'ambassadeur français qui a oublié en décapotable sa serviette en voiture. 3 heures après, il est passé, personne n'a touché à sa serviette. Et il y avait de l'ordre. Vous me direz, oui, mais c'est une dictature. Vous savez, c'est vite dit. Hein. Ici, il n'y a pas dans certains domaines une dictature. Il n'y a pas la dictature des médias. Ce n'est pas les médias qui nous dictent ce qu'on doit penser à propos de Bout-la-Nuit ou à propos de la Syrie. Combien de mensonges on nous a abreuvés pendant 5 ans en payant. Moi, j'ai voulu donner des conférences contre cette tendance. À la dernière minute, la salle m'était retirée par ordre de je ne sais plus qui, ou même en faisant appel à des associations religieuses. Par exemple, je sais pas moi, une salle d'église où on peut parler des chrétiens d'Orient. Non. C'est interdit, on ne doit pas lui dire parce que monsieur critique le gouvernement. Et où est la liberté de parole alors? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette comédie de Charlie et vous empêchez les gens de parler? Non, non, c'est plus la France. Vous voyez, debout la nuit, c'est tirer la sonnette, c'est dire Français, réveillez-vous. La France fout le camp sous vos pieds. Il faut réagir. Assez de mensonges. Que ce soit à l'éducation nationale, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans les grandes écoles. J'appelle tous mes élèves que j'ai eus dans les grandes écoles, à Polytechnique, à Centrale, à l'École nationale supérieure de techniques avancées, aux 2 lycées Louis-le-Grand et Henri IV, où j'ai passé le plus clair de mon temps, à réfléchir à ce mouvement, à soutenir et même... Je crois qu'on peut évoluer vers une sorte de nouveau 68 qui serait à l'honneur de la France. Assez de servitude de la part de ces politicards. Bon, enfin, vous voyez mon sentiment, mon ressentiment vis-à-vis de cette gestion des places publiques en ce moment. On va parler de nouveau de la Turquie puisqu'elle elle est également impliquée dans un autre rôle par rapport à l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sont aujourd'hui, on peut presque parler de guerre puisque bon, c'est le contentieux qui est entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan remonte à bien longtemps et il ressort de temps en temps. Est-ce que, justement, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, ouais. Contentieux dans le plateau du Karabakh? Vous voyez, moi je vous dirais, je prends parti pour les Arméniens. Je vais vous dire pourquoi. On peut dire quand même que derrière les Arméniens, il y a plutôt la Russie, l'Iran, et de l'autre côté, l'Azerbaïdjan, il y a plutôt les États-Unis quand même. Oui, oui, mais si vous voulez, on ne peut pas isoler le problème du Karabakh, Nagorno-Karabakh de l'histoire de l'Arménie et des Arméniens. Alors là, permettez-moi de dire, on ne peut s'opposer aux Arméniens du Karabakh en sachant l'histoire de ces Arméniens en Turquie. Les Arméniens ont été éliminés au début du siècle avec toutes les minorités chrétiennes du coin. Il y a eu à peu près 1,5 million à 2 millions de morts, tout le monde connaît ça. Et cette terre d'Arménie occidentale existe toujours, mais elle est occupée par les Kurdes et les Turcs. Alors, c'est là tout le problème. L'éveil de la tendance identitaire turque remonte au massacre des Arméniens, du génocide des Arméniens du début du siècle dernier. Mais en même temps, aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir de Erdogan, on a eu cet éveil turcophone et cet éveil identitaire des Turcs. Et c'est pour cela que, de plus en plus, les Turcs ont essayé de s'immiscer dans les affaires des pays arabes voisins, et en premier lieu de la Syrie. Un pays qui a accueilli tous les Arméniens réfugiés
et ceux qui ont échappé au massacre, au génocide. Donc, on ne peut apporter de réponse au Karabakh et tout ce problème sans tenir compte de ce massacre des Arméniens, sans tenir compte que l'Arménie occidentale, terre arménienne occupée par les Ottomans, c'est vrai pendant des siècles, et il y a eu une épuration ethnique et religieuse, non seulement des Arméniens. Il n'y a plus de chrétiens en Turquie. Les Grecs de Turquie ne sont plus en Turquie. Les Arméniens de Cilicie sur la côte, pas simplement à l'est de la Turquie, de l'Arménie occidentale, n'existent plus. C'est la France qui a contribué à évacuer les Arméniens de Turquie pour des raisons, pour leur sauver la vie, leur épargner le sort qu'ont connu leurs frères, n'est-ce pas, à l'est du lac de Van, hein, le massacre et le génocide des Arméniens. Donc aujourd'hui, à mon sens, il faut reposer le problème de ces tendances identitaires turques qui va d'Istanbul jusqu'en Chine. Les Ouïghours en Chine se sentent, avec cette propagande d'Erdogan, à nouveau turcs et turcophones. Voyez-vous? Donc, là-dessus, moi je crois que la moindre des choses après le massacre des Arméniens, c'est de donner raison aux Arméniens du Haut-Karabakh. Et c'est tout à fait normal, je veux dire, on leur a enlevé l'Arménie occidentale, va-t-on leur enlever aujourd'hui cette enclave en Azerbaïdjan actuelle? Bon, ils ne sont pas nombreux, d'accord, mais ils ont toujours vécu là. Je crois qu'aucun pays qui respecte les droits de l'homme n'admettrait cela. Aucun, voyez-vous. Ce n'est pas normal, tout cela. C'est-à-dire, il faut être juste avec ce qui reste du peuple arménien. Et moi, j'irais même plus loin. Il faut repenser la Turquie. Avec toute l'amitié que j'ai pour tous les Turcs que je connais, il n'y a pas... Mais les Turcs intelligents, de cette intelligentsia de contestation, ne peut admettre des injustices de la sorte. À la limite, le problème identitaire est dépassé par l'histoire. On ne va pas, pour des problèmes identitaires, à nouveau massacrer des gens. Non. Il faut abandonner cette idée de nouvel empire ottoman, qui est en fait le rêve d'Erdogan. Mais c'est juste son rêve. Et il a entraîné dans son sillon une partie, peut-être je dirais 30, peut-être 25 à 30% du peuple turc actuel. Je dis du peuple turc, à savoir que dans ce peuple turc, il y a une composante kurde qui n'est pas négligeable. Ils sont plus de 20 millions. Hein. Et encore une fois, quand vous dites il y a 20 millions de Kurdes, 20 millions d'Alévis, 3 millions d'Alaouites arabes, d'Alexandrette et d'Antioche, qu'est-ce qui reste si aussi vous prenez en considération les Turcs laïcs, qu'est-ce qui reste pour les frères musulmans d'Erdogan? Pas grand-chose. Hein. C'est pour cela qu'à mon avis, l'Europe se trompe vis-à-vis de la Turquie. D'abord, je serai catégoriquement contre l'entrée de la Turquie en Europe, parce que nous ne voulons pas d'islamisation à outrance ou d'islamisation rampante. Si l'islamisation était pacifique, pourquoi pas? Chaque religion peut faire sa propagande, sa publicité, si c'est dans le respect des lois de la République et le respect des droits de l'homme. Or, ce n'est pas le cas. Hein. Là, on a, je dirais même, des cellules dormantes et Erdogan nous fait chanter. Hein. Je ne suis pas loin de penser que peut-être qu'Erdogan bientôt va lâcher sur nous les daéchistes pour s'en débarrasser. Il y a même certains qui ont dit que certains bateaux de réfugiés, on les a aidés vraiment à faire naufrage. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, mais ça ne m'étonne pas dans certains cas que ça a été fait pour des raisons politiques, puisque en même temps, on envoyait des armes sous des pastèques dans des camions turcs.
Vous voyez, non, c'est... Et là, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas, ou je comprends trop bien l'attitude des gouvernements européens, c'est qu'en fait, ces gouvernements, aujourd'hui, l'OTAN leur échappe. L'OTAN est devenue une organisation qui n'a pas besoin des pays qui l'ont constituée pour prendre des décisions. Et c'est aujourd'hui plus que jamais qu'il faut quitter l'OTAN. Parce que l'OTAN devient quelque chose de contraire à nos lois les plus élémentaires. Juste pour terminer, juste quand même une petite précision par rapport à l'Arménie, l'importance que ce pays a pour la Russie et l'Iran notamment, puisqu'elle fait une liaison entre les deux pays. Est-ce qu'on peut en dire juste un petit mot? Économiquement, elle est très très importante. Et le fait de vouloir attaquer d'un côté l'Arménie, c'est un petit peu déclencher une guerre avec la Russie et avec l'Iran. En fait, la guerre d'Arménie, du Karabakh, c'est un règlement de compte entre Erdogan et Poutine. Bien que, bon, Erdogan ne fasse pas le poids face à Poutine, mais avec la folie des grandeurs et de son palais à 1001 pièces, pour 1001 nuits, entre guillemets, hein, un rappel, c'est vouloir créer à la Russie de Poutine un nouveau problème. C'est-à-dire, on a perdu la guerre avec vous en Syrie, on va vous allumer un autre foyer. Et c'est là où l'Europe peut marcher dans la même politique d'Erdogan. Ce serait une grave erreur que voilà, il y a l'Ukraine, la Crimée, la Syrie. Peut-être qu'avec ce dossier, on va avoir plus de succès. Mais là encore, comme on s'est trompé sur la Syrie, on se trompe. Alors il faut considérer dans ce conflit 3 choses. La première chose, c'est que dans cette ligne de Caucase et de Syrie, il y a eu des islamistes russophones qui étaient là et qui se préparaient à déstabiliser la Russie. Ça explique pourquoi Poutine est intervenu en faveur d'Assad, non seulement pour sauver sa base à Tartus, non. Si on l'écoute parler, il dit bien qu'il a éliminé 2000 djihadistes russophones. Donc, Poutine voyait loin que ces russophones djihadistes se préparaient et préparaient des cellules dormantes pour commettre des attentats en Russie. Alors, il a pris, les choses en main et il a anticipé en pesant de tout son poids dans son intervention militaire qui a réussi du reste. Daesh ne fait, et je vous fais remarquer que les Français, enfin le gouvernement français a mis longtemps à reconnaître la défaite de Daesh et son recul et à s'en féliciter. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est qu'à un moment donné, on se frottait les mains chaque fois que Daesh remporter une petite victoire ou une grande victoire, une bataille contre Assad. On remarquera que les Français ont fait que 20 interventions, ils ont frappé que 20 fois quand même. Oui. C'est quand même ridicule. Alors que la Russie, parfois, elle faisait, je crois, quelques centaines de sorties par jour. Alors ça, c'est le premier point, si vous voulez, c'est le danger salafiste, islamiste, cellule dormante. Le second, évidemment, c'est que la Turquie ne cherche pas uniquement à allumer la guerre au Karabakh. Elle essaye aussi par les musulmans tartares de Crimée d'allumer une autre guerre, souterraine. Et ça a été dit que il y a des musulmans en Russie. Et pourquoi ne pas faire vibrer la fibre islamo-turque contre la Russie? D'ailleurs, c'est pour ces raisons qu'on avait massacré les Arméniens. On avait massacré les Arméniens en disant que ces Arméniens jouaient le jeu de la Russie tsarienne contre l'Empire ottoman. Ce qui était complètement faux. Vous voyez que la Turquie n'a jamais admis la pluralité religieuse.
Preuve en est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens en Turquie. Tous les chrétiens ont été chassés de Turquie, soit par accord, soit par épuration ethnique. Et je tiens à dire que ce n'est pas le peuple turc qui en est responsable. Moi, j'ai rien contre le peuple turc. C'est un peuple ami et qui mérite beaucoup mieux que Davutoglu, qu'Erdogan et toute cette bande d'arrivistes en politique moyen-orientale. Et d'ailleurs, il y a, comme vous voyez en France, une certaine bienveillance vis-à-vis de tout cela. Regardez les Kurdes qui ont été massacrés à Paris, les 3 femmes kurdes. On a des preuves que c'était les services secrets turcs qui les avaient éliminés. Pourquoi le dossier a été classé? Pourquoi? Ça prouve que on veut ménager la Turquie pour X raisons. Ça, c'est encore, ce n'est pas les gouvernements européens qui gouvernent, c'est l'OTAN. Et l'OTAN échappe à l'autorité européenne. D'ailleurs, pourquoi les États-Unis ont toujours refusé que les pays européens aient une armée d'intervention? Toujours. On n'a pas. On intervient par l'OTAN. On intervient, bon, on est intervenu au Mali, mais c'est quoi? C'est rien du tout. Quand vous comparez nos forces d'intervention aux forces américaines, aux Russes, on se demande si on a assez de pétrole pour envoyer le porte-avions Charles de Gaulle au Golfe. Enfin, avec tout le respect que je dois à la nation française, au sentiment national, il y a quand même quelque chose qui cloche là, honnêtement. Il faut que l'Europe ait sa force d'intervention. On ne peut pas continuer à compter sur les Américains, à faire du suivisme. Voilà, ça c'est les résultats de la guerre de 56. On a perdu nos intérêts dans le monde arabo-musulman et maintenant on ne fait que suivre les Américains. Même au niveau des contrats, regardez, qu'est-ce qu'on a obtenu comme contrat avec l'Iran? Des miettes. Tout le monde établit les relations diplomatiques, sauf la France qui joue au grand seigneur, qui veut imposer des sanctions. Mais il faut reconnaître sa juste valeur, ne pas rêver. Enfin. À bientôt, Bassam Pam. À bientôt, cher ami. J'espère que la France se réveillera et retrouvera ses valeurs. Et ce n'est pas en accueillant 20 000 réfugiés syriens qu'on va être juste vis-à-vis de la Syrie. On a détruit un pays quand même. Il y a des pertes de centaines de milliards de dollars, que ce soit en antiquité, que ce soit en énergie humaine. Et l'impunité, ça ne devrait pas exister. J'espère qu'un jour, les responsables de cette guerre injuste qui a détruit le monde arabo-musulman, j'espère qu'ils seront traduits devant une justice. Il y a des gens qui croient à une justice divine. Peut-être qu'ils ont raison, je ne sais rien. Merci.